Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Passion Nature, un Passion Nature hivernal. Sous mes pieds, eh bien, les feuilles de hêtre, de chêne et de frêne craquent avec le givre. L'animal tête d'affiche de cette émission, c'est le pigeon. Nous irons à la rencontre de deux frères qui traquent au vol cet animal et ils nous diront tout sur cette chasse particulière. Nous verrons aussi comment les chasseurs s'impliquent dans la plantation de haies. C'est utile pour la biodiversité et pour la faune. Enfin, on termine par une note gourmande. Le pigeon, c'est aussi un mets pour les gourmets. C'est parti! Alors Michel, vous regardez votre frère monter dans ce mirador. On est à quelle hauteur là? À peu près 20 mètres. 20 mètres. Voilà. Et c'est une pratique que vous avez depuis des années en fait. Vous venez là plus pour de ce 50 type ans. de chasse. Plus de 50 ans en fait. Qu'est-ce qui vous a initié à ça? C'est un oncle, hein, ce sont mes oncles en fait qui étaient passionnés et puis après avec l'âge ils n'ont pu chasser en plaine quoi, donc ils se sont vraiment focalisés sur le pigeon. Oui. Et donc on est chez vous là, on est dans un bois. Ici on est chez nous, on est chez nous. La propriété du frangin, la propriété du cousin, et bon voilà, donc c'est un ensemble, et on chasse en famille. Et vous vous êtes spécialisé dans le ramier, dans le pigeon ramier? Bah c'est par voie de conséquence en fait, hein, étant donné que les oncles ils étaient passionnés, bah, nous on l'est devenus également. Hein. Donc, vous avez ici des souvenirs, vous les avez accompagnés, vous étiez, on a des souvenirs, vous étiez adolescent? Oui, carrément, des souvenirs de froid, où il faisait très froid, et on était dans des cabanes, dans des petites cabanes faites en perche, en bois, et on faisait brûler des petites cassolettes d'alcool pour se réchauffer, tellement il faisait froid. Alors c'est une chasse un petit peu particulière, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui monte là? Ben là, c'est les pigeons on va attacher là-haut. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on attache les pigeons? On attache les pigeons pour attirer les autres en fait. Hein. C'est le but. Hein. Si on est là et si on est en hauteur, c'est parce que les pigeons ils voyagent en fait. Ah oui, tout à fait. C'est une chasse aux migrateurs. C'est une chasse aux migrateurs, oui. Ouais. C'est une chasse aux migrateurs et après, durant décembre, c'est plutôt des sédentaires en fait. Hein. La migration, elle est passée. Où vont-ils? Et d'où viennent-ils? Ah bah ils viennent du nord et ils s'en vont dans le sud, hein, ouais. Ça c'est clair. Hein. C'est les Pyrénées, l'Espagne et ainsi de suite. Hein. Et on peut les voir passer jusqu'à quand? Je vais dire du 15 octobre au début novembre. Hein, mais il faut être vraiment au courant. Il faut savoir en fait, hein, parce que ça passe tôt le matin. Hein, c'est vraiment le lever du jour. Hein, il faut vraiment être là. Quoi. Vous aimez bien vous retrouver là-haut? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on se sent libre. Allez-y, je crois. Il faut monter maintenant. Quelle est la raison de ce dispositif en fait? La raison de ce dispositif, c'est pour attirer les pigeons. Hein. Ouais. Pour attirer les Pourquoi pigeons. c'est leur caractère? Ils vont venir. Ah oui, quand ils voient le pigeon qui bat des ailes, en général, ils sont attirés et ils considèrent que le pigeon est à la pose. Donc ils viennent éventuellement pour se poser. C'est un animal, c'est un oiseau, le pigeon, qui cherche ses congénères en fait. Oui, tout à fait. Ils cherchent ses congénères, ils sont attirés par ça. Il y a quelques fois, ça ne marche pas. Hein. Il y a des fois, on a beau faire balancer les pigeons, il n'y a rien qui va. Ils ne sont pas réceptifs. Et d'autres jours, ils sont réceptifs. Le principal de cette chasse, c'est de capter les vols. Et quand on arrive à faire ça, où on voit quelques cinquantaines de pigeons passer, qu'on arrive à les capter et les faire venir, c'est déjà un régal.
C'est déjà un régal. Le fait de tirer, c'est pas spécialement le but. Le but, c'est de faire venir le pigeon vers nous. Qu'on l'attire, qu'on le voit venir ici, il arrive à se poser là, ici à 3 mètres de nous, ou autre. Voilà, c'est le but de l'opération. Donc depuis votre Mirador, vous actionnez des manettes, des tiges. Voilà, on actionne ces trois-là actuellement. Il y en a une quatrième qui est ici. Quand on est tous les deux ici au poste, on a deux pigeons à s'occuper. Le frangin il s'occupe de celui-là et l'autre à côté, et moi je m'occupe de ces deux-là. Et on actionne en suivant la bande de pigeons qui veut bien venir vers nous, et pour être le moins vu possible aussi, puisqu'il ne faut pas faire trop de gestes trop brutaux, et puis pour arriver éventuellement à faire poser les pigeons ou les tirer au vol ici. C'est le but de l'opération. Les aplants, c'est des pigeons que vous élevez vous-même? Oui, c'est des pigeons qu'on élève nous-mêmes, c'est des bleus de Gascogne. On ne met que ça en général parce que c'est un pigeon qui est assez robuste, à comparer à un pigeon ramier qui est assez sensible, il perd des plumes assez facilement. Donc ici, on fait un peu ce qu'on veut avec, on les monte, on les met en caisse, on vient ici avec et il n'y a aucun problème, quoi. Je veux dire, le pigeon, vous l'entendez tout à l'heure, il est coulé dans la caisse, il n'est pas malheureux, quoi, je veux dire. Ce Mirador, c'est le coin des réunions de famille aussi. C'est le coin des réunions de famille et copains, bien entendu, puisque cette chasse ne se fait pas toute seule. Il faut aussi de temps en temps de la main-d'œuvre pour pouvoir rénover le Mirador, pour l'entretenir, parce que bon, ça s'entretient et le frangin il est très capable de ce côté-là, puisque c'est lui qui fait un petit peu tout ça. Et on vient lui donner le coup de main pour assembler les différentes choses qu'il faut faire. Cette année, on a refait le plancher, par exemple. On a refait le toit, donc voilà. Il y a tout un entretien à faire, c'est comme tout. Il faut entretenir, sinon ça se dégrade très rapidement. Et puis on ne peut plus y venir. Mais là c'est pas le cas. Ici, on est très bien. C'est important d'avoir une passion commune avec son frère? Ah oui, c'est très important parce que j'ai un frère et c'est mon frère jumeau en plus. Donc bien sûr que c'est important. C'est important dans le sens où ça fait toute notre vie, je pense que l'a passé à la chasse ensemble, quoi. Donc voilà, on ne peut pas faire autrement, c'est une passion. Et avec vos cousins aussi, donc c'est une affaire de famille en fait. C'est une affaire de famille. Voilà, on a quitté les bois pour se retrouver en plein champ, mais des champs avec des aménagements particuliers, et on va se faire expliquer avec Rémi, qui est ici technicien de la Fédération du Pas-de-Calais. Alors Rémi, on voit ici autour de nous des haies qui sont installées, au moins le début. C'est une haie de quel âge ça? Donc ça, c'est une haie qui a à peu près 4 ou 5 ans, hein, qui a été plantée ici par les chasseurs de la commune de Gouy-Saint-André, donc qui est destinée principalement à apporter un couvert hivernal pour la faune sauvage. Donc bien évidemment pour le petit gibier sédentaire, hein, comme la perdrix, le faisan ou le lièvre, mais également pour toute la petite faune, hein, les passereaux, etc., qui vont pouvoir trouver un couvert et de l'alimentation dans ce type d'aménagement. Alors on les met volontairement en bordure de champ? Alors, pas essentiellement en bordure de champ, on les met, c'est-à-dire là où on a la possibilité, hein, en accord avec le monde agricole aujourd'hui, à des endroits qui sont les moins gênants pour l'exploitation. Entre le champ et la route, ce sont des endroits, c'est vrai, qui sont dépourvus d'aménagement, où il y a souvent une bande enherbée. Et quand on vient y imposer un petit bout de haie, comme ici, 50 mètres, ça apporte vraiment le couvert essentiel qui manque dans la plaine à cette époque-ci. Hein. On voit ici en période hivernale, sur un grand plateau comme celui-ci, s'il n'y avait pas ce petit aménagement, on aurait vraiment très peu de zones refuge pour la faune sauvage. Qu'est-ce qu'on choisit comme variété? Parce que je présume que selon les variétés, on va avoir différentes espèces d'animaux qui vont prendre place et se mettre à l'abri. Ici, on est sur une haie qu'on appelle une haie basse, où les plants sont des arbustes qui ne vont pas monter très haut et donc pas prendre trop d'ampleur pour gêner le passage des tracteurs, par exemple. Donc ici, on est sur des essences, hein, on va dire bocagères, comme le cornouiller sanguin, la charmille, l'églantier, hein, l'églantier que tout le monde connaît. On voit qu'il fait des fruits, là, voilà, c'est la l'églantier période. fait des fruits, ce qu'on appelle vulgairement, que tout le monde connaît, le poil à gratter, hein, qui sont des petits fruits qui peuvent être consommés
par les grives, les merles, etc. Donc qui apportent Ça fait une nourriture hivernale. d'hiver. Tout à fait. Ouais. Voilà, on a du noisetier, du houx, du troène sauvage. Vous voyez, c'est toutes des essences arbustives qu'on retrouve ici dans les campagnes locales. Et chacune a un rôle bien particulier. On commence par le houx. Ouais, bien sûr. Alors que le houx, en fait, c'est lui, dans la haie, c'est la variété qui va offrir le meilleur couvert en période de neige, par exemple. Quand on a des périodes de neige qui sont certes de plus en plus rares, mais néanmoins qui arrivent encore, le houx, lui, va offrir une zone d'abri où la faune sauvage pourra, sous le pied de houx, bien évidemment là elle est encore trop jeune, mais dans quelques années, sous le pied de houx, une zone où la neige n'aura pas réussi à tomber et où l'animal pourra se protéger. À côté, qu'est-ce qu'on a? À côté, on a un troène sauvage, donc lui est une espèce qui se développe relativement vite et qui va, pareil, là il est un peu jeune, mais dans quelques années, offrir des baies qui pourront être consommées par la faune sauvage, par les turdidés notamment. J'ai l'abri, la nourriture, et là sur voilà, le dernier. Celui-là, c'est une essence que tout le monde connaît, c'est le noisetier, qui comme tout le monde sait, va offrir des noisettes, c'est pareil, là il est encore un petit peu jeune, mais dans 2 ou 3 ans, il offrira des noisettes qui pourront aussi être consommées par différentes espèces. Il faut combien de temps pour qu'une haie soit opérationnelle? Je dirais qu'au bout de 7-8 ans, elle commence à être intéressante. Ce qu'on observe aussi, c'est que cette haie est discontinue. Ici, on se protège des prédateurs, des prédateurs comme le renard, comme les mustélidés, la fouine, le putois, et évidemment aussi les prédateurs volants, comme la plupart des rapaces, notamment l'épervier par exemple, qui pourraient utiliser... Et s'il y avait une haie tout le long, en fait, ils vont remonter tout le long. Voilà, ils utilisent la haie comme un linéaire et ils chassent en démarrant d'un bout à l'autre. Et forcément, ils y prédatent, le cas échéant, éventuellement un lièvre qui viendrait ici s'abriter, vous voyez, tout simplement dans le pied d'églantier. Le but n'étant pas d'occasionner un piège pour la faune sauvage, mais une zone de protection, un refuge. Voilà. Alors, justement, vous l'expliquez, ce sont les chasseurs qui vont planter, les fédérations, les sociétés de chasse. Vous distribuez des kits. Voilà, on distribue des kits. Vous en distribuez beaucoup? Alors aujourd'hui, on a distribué des kits pour à peu près 25 adhérents, sociétés de chasse ou chasse privée, qui aménagent depuis de nombreuses années leur territoire, puisque les remembrements successifs qui ont eu lieu dans différentes communes ont occasionné l'arrachage de haies, etc. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est temps d'en replanter pour l'intérêt de la faune sauvage, mais également pour la lutte contre l'érosion. Ici, on est survoyé sur un bassin versant. Quand il pleut fort, on a très peu d'éléments fixes et du coup du ruissellement important. Dès qu'on a une haie avec de l'herbe qui pousse au pied, on a un aménagement qui retient l'eau. Voilà. On évite aussi l'érosion et c'est un double intérêt. Ouais. Et donc on va aller retrouver tout de suite vos adhérents puisque c'est le jour de la distribution. Voilà, tout à fait. Et ils viennent prendre des kits que vous avez choisis selon la nature de leur sol. Voilà, donc pas standardisé. Vous avez été d'abord faire un repérage. Il y a 5 kits qui sont offerts et proposés aux adhérents. Donc on va au préalable, c'est-à-dire il y a quelques mois, on est allé chez les adhérents, voir sur place où est-ce qu'ils voulaient planter leur haie, dans quel intérêt ils voulaient la mettre, en fonction de l'emplacement et de la nature du sol aussi, si c'est du sol lourd, argileux ou du sol plutôt limoneux. Vous allez choisir des plants différents qui vont s'adapter à la nature du sol pour avoir une reprise optimum. Le but étant vraiment de planter et d'avoir une bonne reprise. Néanmoins, l'an dernier, vous voyez, même en adaptant le plan, l'an dernier, on a fait face à une sécheresse qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Évidemment, le taux de reprise a été très mauvais. Donc cette année, il y a bon nombre d'adhérents qui ont pris aussi des kits pour remplacer des plants qui n'avaient pas repris l'an dernier. Paul-Adrien, vous êtes chasseur, vous êtes aussi agriculteur et vous êtes tout à fait un de ces promoteurs de haies. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça? Pour casser la monotonie, parce qu'une plaine dénudée comme ça n'a rien d'attirant pour le petit gibier. Donc pour faciliter la réimplantation de notre petit gibier et pour le garder un petit peu, on a implanté des haies. On a de plus en plus de grandes parcelles qui sont inaccueillantes pour notre perdrix grise du Pas-de-Calais. Planter, ça va vite, mais le problème c'est de préserver les plantations. Avec la fédération, ce qu'ils m'ont conseillé de planter, pour faire des haies pour le petit gibier, et puis pour les passereaux, tout ça. Parce qu'il y a des haies avec des boules, tout ça, qui peuvent profiter aussi aux passereaux, parce qu'il n'y a pas que le gibier. Donc voilà, moi, mon objectif c'est ça, c'est de remettre de plus de haies, de plus en plus de haies, pour faire 100 mètres. Parce qu'on est sur un petit territoire, il y a une quarantaine d'hectares, mais nous avons déjà beaucoup de haies. Des haies sauvages avec des épines,
Et puis on a des talus, boisés et tout, donc c'est un petit complément. Je pense que moi ça va me suffire. On a poussé la porte de la cour de Rémy à Bermicourt et on va retrouver tout de suite Sébastien Delaborde dans sa cuisine. Les préparatifs pour le pigeon ont déjà commencé. Sébastien, on a des super... C'est des ramiers, ça? Ouais, c'est des pigeons ramiers qui ont été tués là, avant-hier à Bermicourt par un agriculteur. C'est des très beaux pigeons. Là. On voit celui-là, il est magnifique. Voilà, très joli pigeon ramier. Et comment est-ce qu'ils vont être accommodés alors aujourd'hui? Alors, on va les faire d'une façon un peu spéciale. Moi, je les plume, bien sûr. Et je lève les filets, je lève les cuisses. Et je fais un petit jus avec les carcasses. Et je cuis les cuisses au four et les filets en aller-retour à la poêle. Ça fait un petit filet bleu. Et l'accompagnement est déjà prévu? Voilà, on est forcément quand on cuisine le pigeon, c'est l'automne, l'hiver. Donc on prend des légumes de saison. Ça, c'est du pané qui nous vient de Marconnel. On va brûler les dernières petites plumes et retendre un peu les chairs. Donc si vous n'avez pas de chalumeau chez vous, vous faites ça sur le gaz de la cuisinière. Ça va très bien aussi. Voilà, c'est juste pour brûler les dernières petites plumes. Voilà. Un oiseau, les oiseaux, ils sont un peu tous faits de la même façon. Voilà, on déjointoie. On se retrouve avec les deux pattes qu'on va retravailler après. Tout ça, on va le garder? On va le garder, oui. On va les faire différemment au four. On appuie la lame du couteau sur l'oeuf central et on suit. Voilà. Et là, on voit qu'il y a le filet. On lève très doucement le petit filet. Quoi. Le petit filet, il est beau, mon petit filet. Ouais, il est magnifique. Voilà, donc le but du jeu, c'est qu'il en reste le moins possible dessus. Voilà. Vous voyez, on va manger les deux cuisses, les deux filets, les ailes. Il n'y a rien à bouffer dessus. Et puis, à la carcasse, il ne reste plus rien. Voilà, donc en fait, on a l'impression... Mais rien ne va être perdu. Mais rien n'est perdu parce qu'on va faire un petit jus avec. Et qui va servir pour la sauce alors. Voilà. On dépose les cuisses dans la poêle. Voilà. On rajoute l'ail et le thym. Voilà. Et ça, c'est juste pour les pâtes? Ça, c'est juste pour les pâtes. On les colore et on les met 10 minutes au four. Voilà. C'est la clé, c'est vraiment le coup d'œil et l'expérience. Voilà. C'est un peu de feeling aussi. Je vais mettre un petit peu de beurre, comme ça je vais l'arroser, ça va être très 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 visuel. Voilà. Donc là, les cuisses sont bien colorées. Hein, voilà. On colore le deuxième côté. Attention que le beurre ne brûle pas. On va mettre un peu de bouillon. Voilà. Faut pas qu'il brûle. Et on va enfourner. Et ça se passe par là. Voilà. Donc 10 minutes à 180 degrés. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On va finir la purée de panais. Voilà. Donc voilà, le lard, c'est pareil, on va le faire griller au four assez rapidement. Donc là, le lard, il est bien coloré. Voilà. Bien gourmand. Tu vois. C'est un peu roux, il faut que ce soit un peu roux en fait. Hein. Roux sur les bords. On a envie de le croquer là. Ouais. Voilà, il n'est pas rose comme un rose beef, c'est un bon petit lard Ils bien sont bons, croustillant. Et voilà, et nos cuisses, ici. Ah oui, elles ont changé de couleur. Voilà. Rien à brûler. Pendant qu'on y pense, on met un petit peu de fleur de sel dessus et un petit peu de poivre du moulin. C'est important de l'assaisonner maintenant? Ouais, alors le poivre, il peut donner une amertume en cuisson, il faut toujours poivrer après. Le sel, il y a deux écoles. Un petit peu de matière grasse dans la poêle. Voilà. Du beurre hein, surtout. Que du beurre, que du beurre. Comment on attend qu'il soit bien mousseux. Il chante, c'est bon? Le beurre chante, il est mousseux. On va poser délicatement, toujours côté présentation en premier, côté de la peau, nos deux petits filets. Voilà. Et là, on est sur une affaire de minutes alors. Voilà, c'est 3-4 minutes. Bon, moi, j'aime bien les manger bleus, mais si vous voulez manger saignant, ça va aussi. Par contre, à point, c'est pas l'intérêt de cette recette. Si vous voulez manger des filets à point, il vaut mieux cuire
le pigeon sur le coffre en entier. On peut contrôler, hein, mais normalement c'est bien saisi. Voilà, Ah ouais, on c'est voit. saisi. Ouais. Donc là on va les retourner. Voilà. Voilà. Donc ça a duré à peine 2 minutes là. Hein. Ouais, à peine 2 minutes. Et ici, on va rajouter un petit peu d'ail et un petit peu de thym, toujours. Et on va arroser les filets, terminer la cuisson en les arrosant avec le beurre qui aura pris le goût du thym et de l'ail. Voilà. Alors, le gibier, c'est une viande qui est très très saine, avec plein de fer, pas de gras. Donc on peut se permettre de mettre un petit peu de beurre. Donc on va faire un dressage à l'assiette, donc il faut que les assiettes soient bien chaudes. Sinon le plat va pas être chaud. On va aller chercher la purée qu'on va déposer délicatement au fond. Voilà, petite purée de panais. Elle est chaude. Le panais, il a ce petit côté un peu sucré. Voilà. Donc là, on va partager, hein, si tu permets, on va goûter chacun un demi-pigeon. Et pourquoi avoir choisi le panais comme accompagnement? Quel accord il y a? Bah, c'est quelque chose que je trouve très gourmand, le petit côté sucré, bien beurré du panais, et ça se marie très bien avec le gibier. Donc on va récupérer les pâtes maintenant. Alors, les pâtes, il n'y a pas grand chose à manger, mais ça va donner un petit côté aérien à ce plat. Donc la pâte, il n'y a pas grand chose à manger sur une pâte d'un pigeon, mais quand on mange un oiseau, c'est toujours sympa de grignoter un peu un os. La finition, c'est? Donc la finition de dressage, c'est la petite tranche de lard, hein, qui a donné le petit côté gourmand, un peu coquin, voilà, du cochon. Moi j'adore le cochon. J'adore le gibier. Donc, Et là on va avoir un plat de gibier qui est hyper moelleux, pas du tout sec, et très très fin, pas du tout fort. Et pas très très compliqué à faire en fait. Bah très facile. Allez On hop, va s'installer là, j'en ai des petites serviettes. Là c'est le cochon de la cour de Rémy. Voilà. hop. Chez toi. La cuisson c'est bien rosé. Parfait. C'est comme tu l'aimes. Ah ouais. Avec un peu de purée. Tiens, La cuisse avec les doigts. allez, merci beaucoup hein, pour cette conclusion de ce Passion Nature. Et à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres découvertes. Merci de nous avoir suivis. Et merci à Boris Nicolas de l'avoir réalisé. Alors je le fais avec les doigts. Voilà. Ah, avec les doigts. Ouais. On mange pas l'os, il faut manger la Ouais, chair. d'accord. Ouais. Faut y aller. C'est bon. Ouais. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.